Saviez-vous que certaines des plus grandes stars d'Hollywood n'ont pas disparu? Elles se sont simplement éclipsées. Un moment, elles étaient partout. Sur les panneaux d'affichage, dans les gros titres, sur chaque écran de cinéma, et puis plus rien. Pas d'interview d'adieu. Pas de dernier salut. Juste le silence. Un acte de disparition plus surréaliste que la fiction. C'étaient des légendes à leur apogée quittant la célébrité, dont la plupart ne font que rêver. Pas de scandale, pas d'effondrement public. Juste une sortie silencieuse dans le mystère. Aujourd'hui, nous allons parler des légendes du vieux Hollywood, qui ont quitté Hollywood sans jamais regarder en arrière. Greta Garbo. Elle a conquis Hollywood avec Anna Christie en 1930 et a obtenu 6 nominations aux Oscars. En 1941, son dernier film, Deux femmes, avait échoué et elle a annoncé sa retraite à 36 ans. Selon le biographe de Garbo, Barry Paris, elle a déclaré « Je veux être seule » après une projection test tendue, des mots qui sont devenus légendaires. Sa conférence de presse d'adieu n'a duré que 7 minutes, au cours desquelles elle a refusé de répondre à la plupart des questions. Après avoir quitté MGM, Garbo est retournée à New York, s'est consacrée à la peinture et à la musique classique, et quittait rarement son appartement de la 5e avenue. Elle n'accordait jamais d'interview et n'assistait pas aux premières. Les voisins se souvenaient d'une figure solitaire marchant dans Central Park à l'aube, serrant une petite sacoche en cuir. L'historien du cinéma Robert Dance a noté que la disparition de Garbo de la vie publique était plus complète que n'importe laquelle de ses disparitions à l'écran. Les émotions étaient intenses parmi ceux laissés derrière. Le réalisateur Clarence Brown a déploré que son silence parlait plus fort que n'importe quelle performance. À ce jour, sa retraite reste le plus grand acte de disparition d'Hollywood, un témoignage d'une star qui a contrôlé son destin en refusant simplement de jouer le jeu. Diane Varsi. Une présence électrique à l'écran, Diane Varsi a conquis les cœurs à l'âge de 20 ans dans Peyton Place. Nommée pour un Oscar, elle est devenue le visage de la rébellion de la jeunesse des années 1950. Pourtant, en 1958, elle a quitté le plateau, s'est inscrite dans une clinique psychiatrique et a ensuite rejoint une communauté en Oregon pour ne jamais retourner à Hollywood. Née à San Mateo en 1938, Varsi décrocha son rôle décisif après avoir abandonné l'université. Les critiques saluèrent sa vulnérabilité brute, mais les tensions avec les dirigeants du studio augmentèrent. Elle s'irritait des exigences du contrat et détestait être stéréotypée. Dans ses propres mots, cités dans la biographie de l'auteur Michael Gregg Michaud, elle trouvait toute cette machinerie déshumanisante. Son départ soudain a stupéfié les fans. Les journaux professionnels ont rapporté son effondrement mystérieux, mais les détails restaient rares. Varsi a passé les années 1960 à étudier la philosophie orientale, vivant de petites redevances d'acteurs et en peignant. Elle est réapparue brièvement en 1964 pour un seul épisode de télévision, puis a de nouveau disparu dans la vie privée. Des amis se souvenaient d'une femme déchirée entre l'intégrité artistique et le contrôle du studio. L'acteur Lee Marvin a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi engagé dans la vérité de la performance, tout en étant si effrayé par l'éclat d'Hollywood. La vie de Varsi après la célébrité était calme et délibérée. Un esprit créatif qui a choisi l'obscurité plutôt que la gloire. Dolores Hart. En 1957, Dolores Hart avait déjà joué aux côtés d'Elvis Presley dans Loving You et King Creole. Née à Chicago en 1938, elle a signé avec Paramount à 18 ans et a rapidement été qualifiée de prochaine grande star d'Hollywood. Puis, à 23 ans, elle a stupéfié Hollywood en échangeant son contrat de film pour la robe d'une religieuse bénédictine. Après avoir tourné Where the Boys Are en 1960, Hart se rendit à Rome pour une retraite spirituelle. Là, elle rencontra le père Bénédicte et se sentit appelée à la vie monastique. Dans ses mémoires, Ear of the Heart, elle a décrit ce moment. Je savais alors que la célébrité devait prendre fin. Elle entra à l'abbaye de Regina Lodis dans le Connecticut, prononçant des vœux et adoptant le nom de Sœur Dolores. Des collègues se souviennent d'elle comme à la fois vive et contemplative. Le réalisateur Vincent Minnelli a fait remarquer que Hart possédait une lumière intérieure qui surpassait n'importe quel flash d'appareil photo. Son départ a laissé les dirigeants de studio chercher frénétiquement des remplaçants. Les magazines spécialisés ont spéculé sans fin, mais Hart a refusé les interviews. Aujourd'hui, elle reste à l'abbaye à fabriquer des icônes et à enseigner le chœur. Son parcours du tapis rouge à la chapelle cloîtrée témoigne d'une âme en quête d'un but plus profond. Dans le silence de la prière matinale, les échos de son passé hollywoodien résonnent comme des bobines de films lointaines, belles, obsédantes et à jamais inachevées. Deanna Durbin. La chérie de l'ère dorée d'Universal, Deanna Durbin, gagnait un demi-million de dollars par an à l'âge de 17 ans. Elle a été découverte en chantant lors d'une audition à la radio et signée en 1936. Sa voix et son personnage pétillant à l'écran ont sauvé le studio de la faillite. Pourtant, en 1949, à l'âge de 28 ans, Durbin,
et s'est éloigné de son dernier film, For the Love of Mary, et a déménagé en France. Les premiers films de Durban, comme Three Smart Girls, ont battu des records au box-office. Selon l'historien du cinéma David Shepman, elle incarnait l'espoir en temps de guerre. Mais les voyages constants et les tournées de publicité l'ont épuisée. Des lettres dans les archives de l'Université du Manitoba révèlent son désir d'une vie privée. Elle a épousé l'acteur français Charles David en 1950 et s'est installée à Ville-d'Avray, refusant toutes les offres de retour à Hollywood. Des amis ont dit qu'elle est devenue une jardinière passionnée et l'hôtesse de réunions familiales dans sa villa. Les tentatives des paparazzi de la capturer se sont soldées par des refus polis à la porte de son jardin. Le biographe Patterman l'a décrite comme une star qui a chanté dans l'ombre. Durbin est décédée en 2013 à l'âge de 92 ans, toujours protégée des regards du public. Son départ reste l'une des grandes sorties discrètes du cinéma. Pas de scandale, pas de gros titres, juste un rideau final tombant doucement sur une voix autrefois entendue dans le monde entier. George Maharis. En 1960, George Maharis s'est fait connaître en incarnant le charismatique Buzz Murdoch dans Route 66. Il incarnait la jeunesse agitée explorant les routes secondaires de l'Amérique. En 1962, il suscitait un buzz pour un Emmy. Puis, des problèmes de santé et des différends contractuels ont conduit à son départ brusque en 1963. Il n'a jamais retrouvé sa renommée d'antan. Maharis a souffert d'une grave crise d'hépatite sur place en Arizona. Les médecins du studio ont imposé du repos, mais les tensions autour du salaire et du contrôle créatif ont augmenté. Selon les archives de TV Guide, Maharis a déclaré qu'il préférait faire face à un écran vide qu'à un corps brisé. Il a quitté la série en milieu de saison, livrant un seul épisode d'adieu. Après Hollywood, il a déménagé à New York et s'est concentré sur le théâtre et la peinture. De rares expositions en galerie dans les années 1970 ont présenté ses paysages, mais la plupart sont restés invendus. Ses collègues se souvenaient de lui comme d'un esprit libre qui aimait les clubs de jazz et les promenades nocturnes. L'actrice Martine Milner, sa co-star, a dit qu'il choisissait l'authenticité plutôt que l'artifice. Dans les décennies suivantes, Maharis a vécu tranquillement dans le Connecticut, donnant des cours de théâtre et écrivant de la poésie. Il a accordé une dernière interview télévisée en 2003, réfléchissant que « La célébrité était un feu brillant qui a failli me brûler. Son héritage perdure dans ces quelques saisons de Route 66, aventure figée dans le temps, une étoile qui est sortie de la carte avant que les crédits ne défilent. Mary Miles Minter. » Une jeune ingénue prometteuse de l'écran muet dont la carrière s'est terminée dans le scandale, Mary Miles Minter a captivé le public avec ses traits délicats et ses yeux expressifs. À l'apogée de sa célébrité au milieu des années 1910, elle a joué dans des films comme The Foundling et The Heart of Nora Flynn, recevant des lettres de fans par milliers. Mais en 1922, le meurtre du réalisateur William Desmond Taylor l'a plongée dans la frénésie la plus sombre que Hollywood ait jamais vue. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Minter et Taylor étaient secrètement fiancés, et les tabloïds imprimaient des affirmations salaces sans preuve. Les studios annulèrent son contrat en quelques semaines. La biographe Eve Golden note que le dernier essai de Minter à l'écran n'a jamais été développé, laissant des fantômes de celluloïd de performance qui auraient pu être. Les tentatives de relancer sa carrière ont rencontré des chuchotements, rappelant cette terrible affaire, la mettant effectivement sur liste noire de la célébrité de l'époque du cinéma muet. À la fin des années 1920, elle avait disparu de la vie publique, se retirant dans un petit domaine en Pennsylvanie. Les voisins se souviennent d'une figure solitaire s'occupant des roseraies et écrivant de la poésie dans des journaux qui s'effacent. L'historien du cinéma Anthony Slide a observé que sa disparition fut à la fois abrupte et totale. Pas de conférence de presse d'adieu, pas de dernier crédit de film, juste une sortie silencieuse. Les amis qui lui rendaient visite trouvaient une femme hantée par les souvenirs des applaudissements et de la trahison. Dans une rare lettre citée par Golden, elle écrivit « Les lumières qui autrefois me réchauffaient me brûlent encore maintenant ». Des décennies plus tard, les chercheurs reconstituant son histoire considèrent Minter comme un emblème d'avertissement de la facilité avec laquelle la célébrité peut se briser en oubli. John Drew Barrymore. Un descendant de la royauté du théâtre dont le nom illuminait autrefois les marquises, John Drew Barrymore portait à la fois promesse et fardeau dès qu'il mit les pieds sur un plateau de Hollywood. Il attira d'abord l'attention avec un rôle secondaire dans une adaptation télévisée de Hamlet en 1952 et signa bientôt un contrat avec un grand studio. Les premières critiques louaient son charisme naturel et ses origines, et les colonnes de potins le vantaient comme l'héritier d'une dynastie comprenant son grand-père Maurice et son oncle Lionel. En coulisses, cependant, la vie de Barrymore s'effondrait. En 1954, il avait déjà été marié et divorcé 2 fois, étant père de 4 enfants, y compris une fille en bas âge, dont l'avenir allait éclipser le sien.
Les mémos du studio de 1955 décrivent des propos mal, appels manqués et obligations non remplies. Un cadre a écrit que Barrymore est arrivé en état d'ivresse, puis a disparu avant la dernière prise. Son dernier crédit cinématographique est apparu la même année. Et le mois suivant, le studio a discrètement racheté son contrat. Dans les années qui ont suivi, il s'est retiré dans la campagne de Virginie. Les habitants se souviennent d'une silhouette mince en salopette, conduisant un vieux pick-up Ford jusqu'à un seul restaurant sur Main Street. Il parlait peu de son passé et déclinait les invitations aux événements communautaires. Une serveuse qui lui a servi du café se souvient de son regard vide, comme s'il portait les fantômes d'une carrière inachevée. Le critique de cinéma Leonard Maltin a écrit plus tard que la disparition de Barrymore n'était ni un scandale ni une déclaration. C'était un effacement de tout ce qu'il avait été. Des lettres découvertes par le biographe John Kobler révèlent son angoisse personnelle. Dans l'une, il confesse « Le monde attend un sourire de Barrymore, mais je n'en ai plus ». Cet aveu perce tout mythe de privilège ou de pouvoir. Ces dernières années se sont écoulées dans une obscurité silencieuse, une conclusion sombre d'une vie définie à la fois par un nom légendaire et une absence qui en disait long. Kay Aldridge, un mannequin devenu reine des serials dont les cascades audacieuses ont captivé le public des matinées. Kay Aldridge incarnait l'aventure en temps de guerre avant de choisir une vie loin des feux d'Hollywood. Elle a d'abord attiré l'attention en 1941 en tant qu'héroïne de la jungle, Nyoka, dans une série à suspense diffusée dans plus de 500 cinémas à travers le pays. Les critiques l'ont saluée comme la combinaison idéale de beauté et de bravoure, et les studios se sont empressés de lui offrir d'autres rôles d'action. En 1945, au sommet de sa popularité à l'écran, Aldridge a surpris les initiés de l'industrie en annonçant sa retraite. Elle venait juste de terminer son 30e chapitre de film et était sous contrat pour 2 autres. Les publications professionnelles ont spéculé sur des différends salariaux ou des conflits sur le plateau. Pourtant, des amis proches disent que sa décision est née d'un seul désir, celui de fonder une famille plutôt qu'une filmographie. Dans les semaines qui suivirent, elle épousa un industriel de New York et s'installa dans un vaste domaine sur la côte Est. La vie au ranch se révéla être un monde à part des décors d'Hollywood. Aldridge troqua sa célèbre combinaison en cuir pour des cardigans décontractés, tandis qu'elle organisait des collectes de fonds pour des associations locales et animait des ateliers de peinture le week-end, dans son atelier baigné de lumière. Les photographes qui guettaient sa propriété ont trouvé des portails verrouillés et essuyé des refus polis. Ceux qui la connaissaient se rappellent de longues après-midi passées à entretenir des roseraies et à lire des romans policiers sur une balançoire de Porsche. Dans une lettre publiée après sa mort, Aldridge a réfléchi. « J'ai découvert que les applaudissements ne peuvent pas réchauffer le cœur comme le rire d'une famille. » Cette phrase incarne une rare sérénité dans les récits d'Hollywood. Une étoile qui a quitté l'écran, non pas dans le déshonneur, mais dans un épanouissement tranquille. Son histoire reste un doux rappel que certaines lumières brillent le plus lorsqu'elles sont partagées avec des proches plutôt que diffusées à des millions. Barbara Loden, une actrice devenue auteure. Barbara Loden a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec Wanda en 1960. Un portrait âpre d'une femme à la dérive dans l'Amérique post-industrielle. L'authenticité brute du film a reçu des éloges critiques. Pourtant, Loden a disparu de l'industrie peu après, laissant un seul chef-d'œuvre comme son héritage. Les producteurs avaient soutenu sa vision, mais le perfectionnisme de Loden et son refus de compromettre ont conduit à des défis de financement pour les projets suivants. Selon des interviews avec le coproducteur Seymour Nebenzal, elle ne pouvait pas supporter la politique d'Hollywood. Après le circuit des festivals de Wanda, elle est retournée sur la côte Est et s'est concentrée sur l'écriture et des projets artistiques privés. Des amis décrivent ces dernières années comme étant consacrées au dessin et à l'encadrement de jeunes acteurs dans de petits ateliers. Une entrée de journal qui a survécu dit « Les mots sur le papier semblent plus sûrs que les mots sur le plateau ». La spécialiste du cinéma Amy Toban soutient que la disparition de Loden souligne une vérité douloureuse. Les femmes pionnières ont souvent payé un prix élevé pour le contrôle créatif. Bien que Wanda reste une référence dans les études de cinéma féministe, Loden elle-même s'est éclipsée, laissant le public face à une vision unique plutôt qu'à une filmographie prolifique. Son histoire témoigne d'une artiste qui a choisi l'intégrité plutôt que l'industrie et dont l'absence résonne encore dans l'histoire du cinéma. Philip Hahn. La présence digne de Philip Hahn dans des films comme The Purple Heart et Dragon Seed a contribué à façonner les récits de guerre d'Hollywood. Pourtant, son véritable héritage s'est déroulé loin de l'écran argenté. Au début des années 1950, les rôles pour les acteurs américano-asiatiques avaient diminué, et Hahn a discrètement demandé au studio de le libérer de son contrat. Une correspondance de studio de 1954 rapporte sa demande de servir mon peuple au-delà de la caméra, une décision qui a surpris ses collègues mais qui reflétait un appel plus profond.
Dans l'année, il a ouvert le café Anne sur Vermont Avenue, un modeste restaurant servant du kalbi et du bibimbap, qui est vite devenu un lieu de rassemblement culturel pour la communauté coréenne de Los Angeles. Les habitués se souviennent d'Anne accueillant les invités avec une chaleureuse révérence, parlant peu de son passé à Hollywood, mais écoutant attentivement chaque histoire partagée à ses tables. Il disait souvent que chaque repas portait un souvenir de chez soi, et dans ces moments, il trouvait une nouvelle forme de projecteur. Après avoir fermé son école d'art dramatique, Anne s'est consacré au travail civique. Il a aidé à récolter plus de 200 000 $ pour établir le Centre culturel coréen, mentorant de jeunes artistes qui ne s'étaient jamais vus reflétés à l'écran. Dans des interviews avec le Los Angeles Times, il a décrit le cinéma comme un chapitre, pas toute l'histoire, en soulignant que l'identité et la communauté transcendaient la célébrité sur celluloïd. L'historienne Gina Marchetti note que le départ d'Anne illustre une résistance silencieuse contre le typage et les limitations d'Hollywood. Ces dernières années ont été marquées par des conférences sur l'histoire des Américains d'origine asiatique et la préservation minutieuse des premières copies de films. Lorsqu'il est décédé en 1978, les nécrologies ont loué à la fois ses réalisations cinématographiques et son leadership communautaire infatigable. Philip Hahn a disparu des écrans, mais a laissé des institutions et des souvenirs qui continuent de briller, preuve que certaines étoiles trouvent leur but le plus brillant au-delà des feux de la rampe. Ruth Taylor, une star de l'époque du cinéma muet, dont le rire résonnait autrefois dans des théâtres dorés. Ruth Taylor s'est glissée discrètement dans l'obscurité domestique après un dernier salut. Célébrée pour son rôle dans Our Dancing Daughters en 1928, elle a captivé le public avec un esprit vif qui définissait le glamour des flappers. Pourtant, au sommet de sa gloire, elle choisit de quitter la scène, se mariant et se consacrant à la vie de famille, plutôt que de poursuivre d'autres rôles. Les revues professionnelles ont noté sa non-renouvellement de contrat soudain en 1930, mais aucun scandale n'a accompagné son départ. Des collègues se rappelaient Taylor comme étant douce, mais déterminée. Elle a refusé toutes les offres de retour, disant à ses amis qu'elle préférait la chaleur de la maison, à l'éclat des projecteurs. Des décennies plus tard, sa fille, la mère de l'auteur Joseph Heller, se souvenait d'une mère dont les bobines de film prenaient de la poussière pendant qu'elle faisait du pain et s'occupait des roses dans une cuisine ensoleillée. Les historiens du cinéma soulignent que la disparition de Taylor a créé un vide dans la mémoire d'Hollywood. Peu de photographies existent au-delà de ses portraits de starlet et ses affiches de lobby. L'archiviste Kevin Brownlow a observé que son absence semble délibérée, comme si elle souhaitait que son personnage à l'écran appartienne uniquement à cette époque. Une lettre inédite découverte dans un album de famille révèle la propre réflexion de Taylor. « Je dois mes jours les plus heureux à ces premières années, mais ma véritable joie se trouve ici. Ce sentiment persiste comme un carton-titre fané, un écho d'une vie autrefois capturée sur film, maintenant vécue dans des pièces silencieuses et seulement souvenue par ceux qui l'ont le plus aimé. » Carla Laemmle, nièce du fondateur d'Universal Pictures. Carla Laemmle a honoré de sa présence les classiques d'horreur avant de se retirer dans une solitude spirituelle et des études savantes. Connue pour son apparition juvénile dans Le Fantôme de l'Opéra et un rôle mémorable dans L'Homme qui rit, elle semblait destinée à devenir une star. Pourtant, au milieu des années 1930, elle avait disparu des listes des studios, attirée plutôt par la promesse d'une vie au-delà de la pellicule. Laemmle décrivit plus tard Hollywood comme une illusion éblouissante que je ne pouvais jamais pleinement habiter. Elle a passé des années à cataloguer les archives de Universal, préservant ainsi l'histoire du cinéma plutôt que d'y jouer. Lors des interviews, elle parlait doucement de son sentiment d'être une outsider sous les feux vifs, trouvant du réconfort parmi les bobines poussiéreuses et les lanternes magiques. Sa disparition de l'écran ne signifiait pas une disparition totale du cinéma. Comme consultante au Hollywood Forever Cemetery, elle a guidé des visites pendant des décennies, partageant des anecdotes avec une révérence chuchotée. Les visiteurs se souviennent d'une figure gracieuse désignant les tombes des stars disparues, sa voix teintée à la fois de fierté et de tristesse. Le chercheur Tom Weaver note que le choix de Laemmle de devenir gardienne des souvenirs plutôt qu'un souvenir elle-même rend son histoire particulièrement poignante. Dans un journal intime, elle a écrit « J'ai vécu un rêve que peu d'autres voient jamais, et pourtant je choisis de le garder plutôt que de le revivre. » Cette décision l'a transformée de performeuse à protectrice, assurant que les premières légendes de l'horreur ne disparaîtrait jamais vraiment. Anne Sheridan. Une célèbre oomph girl des années 1940, Anne Sheridan a brillé dans des films tels que Angels with Dirty Faces et Nora Prentice avant de s'éloigner discrètement des feux de la rampe. Les studios l'avaient promue comme une héroïne à la fois dure et vulnérable, et le public adorait son esprit et sa présence. Pourtant, après plus d'une douzaine de films majeurs, elle a choisi la vie privée plutôt que la publicité, se retirant du métier d'actrice au début des années 1950. Le dernier rôle crédité de Sheridan fut dans un modeste thriller noir en 1952.
Peu de temps après, elle acheta un ranch isolé dans le désert californien, échangeant les terrains de studio pour de vastes cieux ouverts. Ses amis se souviennent de l'envoi de scénarios auxquels ils ne recevraient jamais de réponse. Dans ses mémoires, elle a laissé entendre que, à l'épuisement, je voulais la paix plus que les applaudissements. Le visage autrefois omniprésent des magazines glamour est devenu une figure discrète lors d'événements caritatifs, ne parlant jamais de son passé à Hollywood. Les photographes en surveillance de son ranch sont repartis avec des pellicules vides. Le biographe Michelangelo Capua suggère que son retrait était un acte d'autopréservation, une façon d'échapper aux stéréotypes et aux tournées de presse interminables. Les lettres de famille décrivent Sheridan plantant des fleurs sauvages et lisant des romans policiers sur son porche. Une vie mesurée par des routines douces plutôt que par le box-office. Son histoire perdure comme le témoignage d'une actrice qui s'est retirée selon ses propres termes, ne laissant que des fantômes sur celluloïd et le souvenir d'une étoile qui a refusé de briller trop intensément. Shirley Temple, un phénomène qui a enchanté l'Amérique de la Grande Dépression. Shirley Temple a quitté Hollywood adolescente et aurait apparu des décennies plus tard dans la diplomatie plutôt que dans le cinéma. Lors de sa dernière apparition à l'écran, elle avait déjà permis au studio de traverser des années difficiles grâce à une influence au box-office inégalée. Pourtant, à l'âge de 20 ans, elle annonça sa retraite, stupéfiant une industrie construite sur son sourire. Temple se souvenait plus tard que les exigences de la publicité constante et des tournées de performance lui donnaient l'impression de vivre à l'intérieur d'une boule à neige. Après For the Love of Mary en 1948, elle a refusé d'autres rôles, choisissant le collège et un service éventuel en tant qu'ambassadrice des États-Unis. Son départ n'a entraîné aucun scandale, seulement un tournant délibéré de la page. Les agents de presse ont essayé de la ramener, mais Temple a répondu par des refus polis et s'est concentré sur le service public. Les collègues se souviennent d'une jeune femme dont le sérieux démentait sa célébrité d'enfant. L'historien Robert Madsen a observé que sa transformation de star enfantine à diplomate a fait d'elle la disparition la plus gracieuse d'Hollywood. Dans ses mémoires, elle a écrit « J'avais donné tout ce que je pouvais à cette vie ». Cette simple vérité souligne un parcours de prodige de l'écran à femme d'État, prouvant que certaines étoiles brillent le plus lorsqu'elles quittent le feu de la rampe. Peg Entwistle. Un seul crédit de film dément la légende poignante de Peg Entwistle, dont la fin tragique au sommet de l'enseigne Hollywood est devenue le symbole le plus sombre des rêves disparus. Après son succès à Broadway, elle est arrivée à Hollywood en 1932, décrochant un rôle mineur dans One Way Ticket. Pourtant, en quelques mois, elle a disparu à la fois de l'écran et de la scène, mettant fin à sa vie dans un acte de désespoir qui a choqué la nation. Les comptes rendus des journaux de l'époque décrivaient sa dernière note. « J'ai peur d'être une lâche ». Cette confession déchirante révélait le fossé entre la promesse à l'écran et le tourment personnel. Les studios ont largement ignoré sa disparition, l'attribuant à une tragédie personnelle plutôt qu'à un échec de l'industrie. Le biographe Tate Penland suggère que l'acte de disparition d'Entwistle était à la fois littéral et symbolique, un rappel brutal de l'éclat impitoyable d'Hollywood. La légende locale prétend que son esprit erre encore sous le panneau, témoin silencieux du coup de la célébrité. Son histoire perdure dans des récits chuchotés et la silhouette décolorée du H d'Hollywood. En l'absence de rôle et d'applaudissements, l'héritage d'Entwistle demeure un témoignage solennel d'une étoile, dont le moment le plus brillant fut un ultime adieu tragique. Marilyn Miller, illuminant à la fois les marquises de Broadway et les premiers films sonores, Marilyn Miller est devenue un symbole du glamour des années 20 avant de s'éloigner de l'éclat d'Hollywood. Sa performance dans le film de 1929, Sally, a fait d'elle l'une des premières stars de la scène à conquérir le cinéma parlant. Pourtant, en 1930, elle a refusé d'autres propositions de films pour revenir au théâtre vivant. Les archives du studio de First National Pictures montrent qu'elle a refusé un contrat lucratif pour plusieurs films, invoquant l'épuisement et un désir de contrôle créatif. Après sa dernière apparition, Miller s'est retirée dans un domaine tranquille au New Jersey, où elle organisait des rassemblements intimes pour d'autres artistes. Des lettres dans les archives de la Bibliothèque publique de New York révèlent sa fascination pour le design d'intérieur et la philanthropie plutôt que pour les scripts et les projecteurs. Des amis décrivent des soirées passées à l'écouter se remémorer les premières plutôt qu'à rechercher de nouveaux rôles. Malgré des questions occasionnelles de la presse, Miller n'a jamais accordé d'entrevue. Son nom a disparu des magazines de cinéma alors même que sa légende à Broadway perdurait. Une entrée de journal encore existante dit « J'ai échangé les applaudissements pour l'authenticité », suggérant un adieu délibéré plutôt qu'une glissade accidentelle dans l'obscurité. Des décennies plus tard, les historiens du théâtre ont découvert des fragments de son héritage dans des programmes de théâtre fanés et de rares extraits d'actualité. Pourtant, Miller elle-même reste insaisissable. Son acte final ne se déroule pas sur scène ou à l'écran, mais dans le choix d'une vie vécue au-delà des feux de la rampe. James Murray. Après avoir livré une performance qui a redéfini le réalisme cinématographique,
James Murray a disparu dans les ombres de sa propre légende. Loué pour son interprétation brute dans The Crowd, il a été salué comme l'homme ordinaire de l'écran argenté. Pourtant, ses démons personnels ont rapidement éclipsé sa promesse. Correspondance de studio des archives des années 1930 décrit sa dépendance croissante à l'alcool et les appels manqués, ce qui a poussé les dirigeants à le retirer de grands projets. Au cours des mois suivants son dernier rôle crédité, Murray a erré dans New York, aurait pris des petits boulots et vécu dans des hôtels miteux. Un rapport de police de 1936 a trouvé son corps près de la rivière Hudson, suscitant des spéculations sur un acte criminel ou une noyade accidentelle. Ses collègues se souvenaient d'une âme douce dont le talent était éclipsé par un esprit fragile. Le biographe Joseph McBride note que la disparition de Murray n'était ni dramatique ni délibérée. C'était une lente disparition, un homme consumé par le poids de la célébrité qu'il n'a jamais pleinement accepté. Dans une lettre à un ami, il se lamentait « Je ne peux plus porter ce masque ». Une phrase qui hante ceux qui étudiaient sa carrière brève et brillante. Aujourd'hui, les spécialistes du cinéma considèrent l'histoire de Murray comme un écho avertisseur de la promesse de Hollywood, rappelant que même les lumières les plus brillantes peuvent s'éteindre sans soutien, ne laissant qu'un nom dans les registres de studios fanés et une question finale sans réponse. Margaret Sullavan. Renommée pour sa présence lumineuse et son regard perçant, Margaret Sullavan captivait chaque scène qu'elle entrait avant de quitter brusquement l'écran. Après des rôles acclamés dans The Shop Around the Corner et So Red the Rose, elle a quitté son métier au milieu des années 1940, invoquant des problèmes personnels et un désir de normalité. Les mémos du studio notent son anxiété croissante et son refus de tourner des scènes d'amour, rendant son dernier contrat inexécutable. Après son départ, Sullavan a partagé son temps entre de petites productions théâtrales et des retraites tranquilles dans le Vermont. Ses amis se souviennent de longues promenades où elle parlait de sa quête d'une paix que le cinéma ne pouvait jamais offrir. Des lettres conservées par l'Université de Virginie révèlent sa crainte qu'Hollywood ne consume le cœur derrière le masque. Ses apparitions publiques occasionnelles, souvent avec de grandes lunettes de soleil, déclenchèrent des poursuites de flash, mais elle ne faisait jamais de déclaration. Le réalisateur Ernst Lubitsch déplorait que son absence ait laissé un vide qu'aucune star ne pouvait combler. La vie de Sullavan s'est terminée tragiquement en 1960, ses dernières années passées loin des écrans et des projecteurs. À ce jour, son nom évoque à la fois l'âge d'or qu'elle a contribué à définir et la fragilité qui a forcé son retrait. Un rappel poignant que même ceux qui enchantent des millions peuvent disparaître dans le calme qu'ils ont créé. Francis Lederer. Autrefois célébré pour son charme cosmopolite dans les drames hollywoodiens des années 1930, Francis Lederer tourna le dos au studio, alors même que sa célébrité grandissait. Après des performances remarquables dans The Royal Family of Broadway et A Farewell to Arms, il a refusé un renouvellement de contrat majeur, choisissant plutôt de se tourner vers le théâtre et l'engagement civique dans sa Europe natale. La correspondance des studios de 1937 montre des dirigeants perplexes face à sa démission soudaine. Les années de Lederer après Hollywood furent consacrées à des rôles sur scène à Prague et plus tard à l'activisme politique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il organisa de l'aide aux réfugiés et donna des conférences sur les idéaux démocratiques, un contraste frappant avec les distractions de Tinseltown. Les historiens du cinéma notent que sa disparition des écrans américains était à la fois idéologique et personnelle, un refus conscient d'être complice d'une industrie qu'il jugeait superficielle. Dans des interviews menées tard dans sa vie, Lederer a réfléchi. Le métier d'acteur m'a appris l'empathie, mais la vie exigeait de l'action. Son héritage perdure dans les archives théâtrales et les mémoires de guerre plutôt que dans les bobines de films. Lorsqu'il est mort en 2000, les nécrologies ont honoré à la fois ses débuts cinématographiques et ses réalisations humanitaires. Le parcours de Lederer illustre que certains acteurs choisissent un autre type de lumière, celle dirigée vers le changement sociétal plutôt que la gloire du box-office, quittant Hollywood sans se retourner. Eddie Lamar. Au-delà de sa beauté saisissante et de son magnétisme à l'écran, Eddie Lamar était une brillante inventrice dont les activités hors écran ont éclipsé sa carrière cinématographique. Après avoir ébloui le public dans Pepe le Moco et Samson et Dalila, elle est devenue frustrée par les contraintes des studios et les rôles stéréotypés. Dès 1951, elle avait effectivement pris sa retraite du cinéma, orientant son génie vers la technologie de saut de fréquence, qui influencerait plus tard les communications modernes. Les archives de brevets de 1942 documentent la collaboration de Lamar avec le compositeur George Antheil sur un système de communication secret conçu pour guider les torpilles. Pourtant, son invention est restée classifiée et non créditée pendant des décennies. Pendant ce temps, elle s'effaçait des cercles sociaux d'Hollywood, accordant seulement des interviews sporadiques. Des amis se souvenaient d'elle bricolant dans un atelier au sous-sol, plutôt que d'assister à des avant-premières. Dans un article de magazine Rare de 1966, elle regrettait que
Le monde me connaît comme actrice, pas comme inventrice. Plus tard, elle vivait en Floride, recevant des récompenses pour ses contributions techniques, mais évitant les feux de la rampe. La biographe Ruth Barton écrit que la disparition de Lamar du cinéma n'était pas une fuite, mais une évole. L'évolution de Lamar. Une transformation d'étoile, montante à pionnière méconnue. Aujourd'hui, son nom résonne à la fois dans l'histoire cinématographique et la technologie sans fil. La disparition de Lamar n'était ni tragique, ni silencieuse. C'était une réinvention. La preuve que certains héritages dépassent largement les feux de la rampe.